Bonjour à tous, je suis Mathieu Raducanu, chargé de mission pour la Fédération du bâtiment des Pays de la Loire. J'interviens sur les thématiques techniques, technologiques, réglementaires, organisation et numérique. Je suis ici pour vous parler du BIM et plus précisément pour répondre à une question très précise: quel BIM pour mon entreprise du bâtiment? Avant de démarrer, j'aimerais faire un petit rappel du contexte de ce qui se passe au niveau de la Fédération du bâtiment sur le sujet du BIM. Donc au niveau national, il existe évidemment un groupe de travail. On a 3 personnes à la direction des affaires techniques, 3 ingénieurs qui traitent le sujet du BIM et qui vont de commission en commission, de groupe de travail en groupe de travail pour porter la parole des entreprises du bâtiment. Ça se concrétise par un site internet qui s'appelle FFBIM. C'est un site internet dans lequel on va retrouver des vidéos tutoriels qui vont nous expliquer selon 3 catégories de compréhension. C'est-à-dire qu'on a une première phase sur je comprends, c'est de la sensibilisation sur le sujet du BIM. On a une deuxième phase sur son positionnement, c'est l'identification de ses besoins au niveau du BIM. Et une dernière phase sur le déploiement, c'est la mise en place d'un plan d'action sur le sujet du BIM. Donc sur ce site internet, on retrouve tout un tas de petites vidéos qui sont très explicites, très concrètes. On a des interviews de chefs d'entreprise, de différents corps d'État, qui expliquent un petit peu comment ils ont fait pour passer au BIM. Au-delà de ça, nous avons créé un réseau FFBIM au sein de la Fédération du bâtiment, donc c'est un réseau national. Je suis référent à titre personnel pour la région Pays de la Loire. Ce réseau a pour but de récupérer le maximum d'informations du terrain pour faire remonter l'information à la direction des affaires techniques. Donc, dès que j'entends BIM dans un projet, j'essaye d'avoir des informations, de récupérer le cahier des charges, de discuter avec les entreprises qui interviennent, éventuellement la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, pour relayer l'information à la direction des affaires techniques. Donc, ça me permet de lancer un appel. Si vous avez déjà répondu, ou si vous avez déjà travaillé, ou si vous êtes en cours de travail sur un projet BIM, n'hésitez pas à me contacter pour me transférer les informations, que je puisse faire remonter tout ça à la direction des affaires techniques, dans le but d'améliorer l'information et la diffusion d'informations au sein du réseau. Donc ça, c'était au niveau national. Au niveau régional, qu'est-ce qui s'organise au sein de la Fédération du bâtiment? Depuis 2014, on a créé un groupe recherche et développement au sein de la Fédération du bâtiment qui regroupe une 40aine d'entrepreneurs volontaires, tous ceux qui le souhaitent peuvent participer. Et dès le début, dès fin 2014 et tout 2015, on a travaillé sur le sujet du BIM dans le but d'élaborer un guide. Au départ, on voulait faire un guide. Il s'est très vite avéré que le but n'était pas d'expliquer ce qu'était le BIM, mais plutôt de répondre à la question: j'ai un appel d'offres devant moi, il y a marqué BIM dedans, je fais quoi? Et donc, on a élaboré un outil d'aide à la décision, répondre à un appel d'offres BIM. On en est à la version 3 d'avril 2017, ça évolue assez rapidement. Et ce petit outil est disponible sur demande dans vos fédérations départementales. J'organise évidemment des sensibilisations lors de réunions techniques, lors de conférences, et des accompagnements personnalisés, c'est-à-dire que je fais des petits diacs flash pour les entreprises, où je les aide à mieux comprendre les appels d'offres, selon les demandes. Donc, ça, c'était le contexte de ce qui se passe au niveau de la Fédération du bâtiment sur le sujet du BIM. Maintenant, rapidement, le BIM, c'est quoi? Le BIM, c'est un processus de gestion de projet basé sur l'utilisation d'une maquette numérique intelligente. C'est une méthode de travail. Donc, quand on regarde le processus d'un chantier, on a un maître d'ouvrage qui décide de faire un bâtiment, donc qui rédige un cahier des charges. On a une équipe de maîtrise d'œuvre qui se constitue, qui répond à ce cahier des charges en le transformant
en descriptif et en pièces marché, hein, pour proposer l'intervention des entreprises. On a un appel d'offres, on a des entreprises qui sont sélectionnées, qui préparent leur chantier, on réalise une synthèse avec la maîtrise d'œuvre, on arrive à des plans d'exécution et des entreprises qui réalisent les travaux, tout ça piloté par l'équipe de maîtrise d'œuvre pour fournir à la fin le bâtiment qui était demandé par le client et le DOE, les dossiers d'ouvrage exécutés, qui sont en quelque sorte la notice du bâtiment. Le BIM, ça change quoi? Le BIM, ça change pas grand-chose. Le BIM, ce qui change, c'est l'utilisation d'une maquette numérique 3D intelligente dans le processus de gestion de projet. Cette maquette, elle va être utile parce qu'elle va permettre d'exploiter la donnée, d'éviter la ressaisie d'informations et de répondre à un objectif précis du maître d'ouvrage. Donc je reprends mon schéma avec le BIM. J'ai un maître d'ouvrage qui rédige un cahier des charges, mais il sait pourquoi il veut du BIM. Il veut du BIM parce qu'il veut, en général, c'est pas dans tous les cas la même chose, mais en général, il veut du BIM parce qu'une maquette numérique DOE va lui permettre d'améliorer la qualité de l'exploitation et la maintenance de ces bâtiments. Donc lui, il fait un cahier des charges. Il a un objectif précis. L'équipe de maîtrise d'œuvre, elle rédige les pièces de marché classiques, mais en plus, elle va rédiger un document qui va définir le processus BIM. Ce document, on va l'appeler convention. Il a d'autres noms, on peut l'appeler cahier des charges, on peut l'appeler charte, on peut l'appeler plan d'exécution du BIM. On va l'appeler convention BIM pour que je n'utilise pas ces 4 mots à chaque fois. Dans cette convention, il va décrire les limites de prestation de chacun des acteurs sur le processus BIM. Ensuite, à l'aide de bureaux d'études ou pas, selon les projets, il réalise, en plus des pièces de marché classiques, une maquette conception. Donc on a un dossier de consultation des entreprises avec les pièces de marché, plus une maquette et une convention BIM. De là, les entreprises répondent, préparent leur chantier, il y a une synthèse qui se fait en général avec l'aide de la maquette numérique, c'est beaucoup plus intéressant. De cette synthèse, on sort une maquette d'exécution. Cette maquette d'exécution va servir de base pour des plans d'exécution et pour la réalisation des travaux. S'il y a des modifications, on intègre les changements dans la maquette, toujours sous le pilotage de la maîtrise d'œuvre. Et puis, une fois le chantier terminé, la maquette DOE va être la maquette qui va être exploitable par la maîtrise d'ouvrage selon les objectifs qu'il a définis en début de chantier. Donc ça, c'est le processus. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Vous allez me dire, oui, mais qui fait quoi? Mais là, qui renseigne quels éléments? On va voir par la suite, parce que ça ne se passe jamais de la même manière. J'ose une comparaison. Imaginons le BIM comme un jeu de société. J'ai un jeu de société, j'ouvre la boîte, c'est un nouveau jeu, j'ai un plateau. Un plateau, c'est le bâtiment, c'est le terrain sur lequel je vais construire mon bâtiment. J'ai des joueurs, c'est les acteurs de la construction. J'ai plusieurs joueurs avec moi pour jouer à un jeu, c'est toujours plus sympa. J'ai des pions pour me déplacer sur le plateau. Les pions sont tous les matériaux et le matériel qu'on va utiliser pour la construction du chantier. Et j'ai des dés à 6 faces qui vont représenter les logiciels et les outils métiers des entreprises. Et puis dans la boîte, il me manque un élément essentiel pour jouer, mais surtout pour gagner, ce sont les règles. C'est-à-dire que dans la boîte du BIM, il n'y a pas de règles officielles. Donc chacun a ses propres règles. Quand je joue à un jeu de cartes, les règles dans le nord de la France ne sont pas forcément les mêmes que dans le sud, alors qu'on joue au même jeu, parce qu'il y a des variantes, parce qu'il y a des modifications, parce que... Voilà. Et bien le BIM, aujourd'hui, comme il n'y a pas de règles officielles, c'est la maîtrise d'œuvre qui définit des règles par le biais de la convention BIM. Cette convention varie selon les projets, selon les maîtres d'œuvre, selon les compétences des acteurs. Et donc, il y a autant de règles différentes que de projets différents. Ça pose un problème, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas se baser sur une règle type. C'est pas pour autant que tous les acteurs n'ont pas leur place.
Mais comme pour un jeu de société, il y a des limites d'âge. Il y a des jeux où tout le monde peut jouer, de 3 ans à 77 ans, et il y a des jeux qui sont plus adultes, parce qu'ils sont techniquement plus compliqués, avec des règles plus complexes, et où il faut des compétences particulières. Et bien pour le BIM, c'est la même chose. Il y a des projets où il n'y a pas besoin de compétences particulières pour participer, et il y a des projets où il faudra des compétences particulières, parce que le niveau d'exigence sera très élevé. Donc, une fois que vous avez compris ce concept-là, ça m'amène à la présentation du jour. Quel BIM pour mon entreprise? Pour choisir et pour déterminer sur quel BIM je peux intervenir en tant qu'entreprise, il faut déjà que je sois capable d'avoir une méthodologie de réflexion qui permette de répondre à la question « J'ai un appel d'offres BIM, je fais quoi ?» 4 étapes, assez facile. Première étape, j'étudie la convention pour bien comprendre ce qu'il y a dedans. Deuxième étape, j'évalue les niveaux d'utilisation. Il y en a 3, on va voir lesquels. Troisième étape, j'identifie mes besoins selon 2 critères, l'organisation et le numérique. Et quatrième étape, je mets en place un plan d'action sur du court et du moyen terme en fonction de mes objectifs, de mes besoins et de la convention qui était fixée. Première étape, j'étudie la convention. Avec le groupe R&D, on a décidé de catégoriser les typologies de conventions qu'on retrouvait sur le marché. Donc on a pris les 8-10 cahiers des charges BIM qu'on avait à notre disposition, on les a étudiés et on les a classés par type. Donc on a une typologie light, une typologie réaliste, une typologie futuriste. À chaque typologie correspond un niveau de compétence. Pour la convention de typologie light, c'est simple, on se retrouve en général avec une petite annexe au descriptif qui dit « ce projet sera en BIM ». Et on n'a pas d'élément qui permet de définir de limite de prestation. C'est la typologie qu'on retrouve aujourd'hui le plus souvent. Ça a l'avantage d'être simple, tout le monde peut participer, il n'y a pas de limite d'âge. Dans mon jeu de société, là il n'y a pas de limite de compétence, parce que ce projet sera en BIM, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Par contre, il y a un risque d'échec important. Alors pas pour le projet, le projet il va se construire, mais on a un risque d'échec lié au fait que comme il n'y a aucune règle de définie, au début on y arrive à peu près, jusqu'à la conception ça passe, l'appel d'offres et la synthèse, et là ça devient n'importe quoi, parce que la maquette est mal renseignée, n'importe qui fait n'importe quoi, il y en a qui la renseignent, d'autres qui la renseignent pas, il n'y a pas les bons éléments, elle est inexploitable, et ça coûte trop cher, ça prend trop de temps, on arrête. 2 cas de figure dans ces cas-là. Soit la demande du maître d'ouvrage était claire, précise et contractuelle avec la maîtrise d'œuvre, et dans ces cas-là, il va falloir lui fournir ce qu'il a demandé. Donc si c'est un DOE en format maquette numérique, il va falloir récupérer les données du projet et prendre un prestataire extérieur qui lui va renseigner toutes ces données dans une maquette. Donc ça va coûter très cher. Soit c'était pas contractuel avec le client, c'était juste comme ça pour voir, et dans ces cas-là, en général on abandonne et puis on fait comme d'habitude. Ça c'était la typologie simple. Ensuite, on a la typologie numéro 2 qui est la typologie réaliste. La typologie réaliste, comment ça se passe? En général, les maîtres d'œuvre qui vont dans ce genre de typologie de convention BIM, c'est les maîtres d'œuvre qui ont déjà échoué avec la typologie simple. C'est-à-dire qu'ils rédigent un cahier des charges pour l'appel d'offres, qui n'est pas contractuel, qui n'est pas définitif. Il sert juste de base. Et une fois que les entreprises sont sélectionnées, l'équipe de maîtrise d'œuvre va auditionner les entreprises, va identifier les compétences et le degré de maturité des entreprises sur le sujet du BIM, ce qui va lui permettre de rédiger une convention contractuelle qui s'adapte aux compétences de chacun. Et à partir de là, tout le monde peut participer. Si on a des acteurs qui ne sont pas compétents, on va leur donner un rôle dans lequel ils n'ont pas besoin de compétences,
Et si on a des acteurs compétents, on va leur donner un rôle dans lequel il peut y avoir un besoin de compétences. C'est une typologie de convention qui est rare aujourd'hui, parce qu'elle nécessite un degré de maturité auprès de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre qu'on n'a pas encore en France. Mais c'est une typologie de convention qui est vraiment très intéressante aujourd'hui. Troisième typologie, c'est la typologie futuriste. Donc il y a un risque que les équipes de maîtrise d'œuvre qui aient raté un projet light ou simple, typologie 1, passent directement au 3. Le problème du 3, c'est que l'idée est très bonne. On conçoit une maquette numérique dès la phase conception avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. On la pose sur un serveur commun dans une plateforme, un cloud ou tout ce que vous voulez. Et tous les acteurs de la construction vont renseigner la maquette en même temps, en fonction des différentes phases et de l'avancement du projet. Le problème de cette typologie, c'est qu'elle nécessite des compétences importantes. Et là, on est clairement sur du jeu de société 16 ans et plus. C'est sûrement la meilleure organisation possible, et c'est l'organisation qui optimise le mieux les outils numériques et qui fait gagner le plus de temps et qui a la meilleure maîtrise du projet, que ce soit en qualité, en délai, en sécurité et en coût. Mais aujourd'hui, la maturité des acteurs n'est pas assez avancée pour qu'on puisse l'utiliser tel quel. Donc, c'est en résumé, on peut aller plus loin sur ces typologies de conventions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a donc 3 cases, et donc quand on reçoit un projet avec un appel d'offres BIM, la première chose à faire, c'est d'essayer de ranger la convention BIM ou le cahier des charges BIM qui est fourni avec l'appel d'offres dans une de ces 3 cases-là. Comme je l'ai dit, chaque projet a une convention particulière, c'est du cas par cas, et donc il se peut qu'on ait des projets qui soient entre le 1 et le 2, ou entre le 1 et le 3, ou entre le 2 et le 3, ou complètement différents. Mais les complètement différents, j'en ai pas vu encore aujourd'hui. Mais ça permet déjà de mieux comprendre qu'est-ce que le projet attend de nous en termes de compétences et de maturité sur le sujet du BIM. Une fois qu'on a bien étudié la convention et qu'on sait dans quelle case elle est, ça nous permet de mieux comprendre les niveaux d'utilisation nécessaires pour répondre à l'appel d'offres. Et là, il va falloir identifier 3 niveaux d'utilisation par rapport à son entreprise. Le premier niveau d'utilisation, c'est le niveau BIM actuel de l'entreprise, où j'en suis aujourd'hui sur le sujet du BIM. En général, il est assez faible. Pour une majorité d'entreprises, il n'est pas 0, parce qu'on n'est jamais à 0, mais il est plutôt niveau 1. Le niveau BIM demandé par la convention de l'appel d'offres sur lequel je suis en train de répondre, ce qui va nous permettre, à court terme, de faire la différence entre le niveau demandé par la convention et mon niveau actuel. Et ça me permet de voir ce qui me manque pour atteindre ce niveau, s'il me manque quelque chose. Et puis, il y a un troisième niveau qu'il faut identifier, c'est très important, c'est sur du long terme, c'est le niveau stratégique de l'entreprise, le niveau potentiel de l'entreprise. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, où est-ce que je vais emmener mon entreprise en tant que gérant sur le sujet du BIM? Et donc, toujours selon 2 critères, le critère organisation et le critère numérique, je vais déterminer quel niveau stratégique je veux atteindre dans 10 ans. Ce qui va me permettre de voir l'effort que j'aurai à faire à long terme. Un autre tableau qui illustre ces niveaux d'utilisation. Avec le groupe R&D, on a déterminé 6 niveaux d'utilisation, mais avec le 0 compte pas. 5 niveaux d'utilisation sur le sujet du BIM. Niveau 1, j'utilise une visionneuse pour pouvoir lire une maquette BIM. Juste, ça me permet de mieux comprendre le projet. C'est déjà pas mal, on peut faire beaucoup de choses avec des visionneuses. Niveau 2, je suis capable d'utiliser et d'exploiter la maquette qui m'est fournie dans l'appel d'offres à des fins personnelles. Planification, méthode, gestion, tout ce que vous voulez.
mais je n'ai pas d'échange avec d'autres acteurs. Là, j'utilise juste la maquette pour moi en tant qu'entreprise. Niveau 3, je suis capable d'importer une maquette, de la modifier et de la réexporter, uniquement pour mon lot. Niveau 4, je suis capable de faire la même chose, mais en intégrant les données d'autres lots qui, eux, n'ont pas les compétences pour modifier la maquette. C'est-à-dire que je deviens référent BIM pour un macro lot. Donc je suis capable d'importer la maquette, de la modifier, de récupérer les données d'autres corps d'état qui, eux, n'ont pas les compétences, les intégrer dans la maquette et de réenvoyer tout ça à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et niveau 5, j'ai toutes les compétences pour être BIM manager. À côté, j'ai essayé de catégoriser les typologies d'entreprises qui correspondent au niveau potentiel d'utilisation. Les entreprises sans bureau d'études, TPE, PME, peuvent, dans leur stratégie, aller jusqu'au niveau 3. Import, modification et export de maquettes, uniquement pour son lot. C'est quelque chose qui est atteignable. Toutes les entreprises qui ont un bureau d'études ou qui produisent ou qui fabriquent des produits, potentiellement, ça peut être intéressant pour elles d'aller jusqu'au niveau 4, c'est-à-dire d'intégrer d'autres données, d'autres corps d'état, et d'être référent BIM dans son macro lot. C'est intéressant. Et le niveau 5, le BIM manager, où on a les promoteurs, les constructeurs, les aménageurs, la maîtrise d'œuvre, les architectes, voilà, ce genre de structure. Donc j'ai pris un exemple ici. J'ai une entreprise de gros œuvres, PME, qui fait pas mal de béton armé, de murs préfa. Son niveau actuel, c'est niveau 1, comme la plupart des entreprises aujourd'hui. Je suis capable, avec une visionneuse, de lire un projet. Son niveau de convention, c'est le niveau 2. Donc c'est pas beaucoup plus que le niveau 1. Mais il faut qu'elle soit capable quand même d'utiliser des outils métiers à des fins personnelles. Et son niveau stratégique, ça va être plutôt le niveau 4, d'être référent pour son lot, mais ça c'est pour dans 10 ans, dans 15 ans. Donc ça c'était la deuxième étape, évaluer ses niveaux d'utilisation. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, ça nous permet d'identifier nos besoins. Je sais d'où je pars, je sais où je veux aller à court terme pour répondre à la convention et à l'appel d'offres, et à long terme pour répondre à un besoin stratégique de l'entreprise. Donc, à partir de maintenant, je peux identifier mes besoins selon 4 critères. Le critère matériel, le critère logiciel, le critère formation, le critère recrutement. En termes de matériel, il faut faire attention, on ne parle pas que des ordinateurs, on parle de la gestion des données, on parle de la cybersécurité, on parle de la gestion des réseaux, des débits de connexion. Donc on ne parle pas que technique, on parle aussi organisation numérique. Et là c'est un très vaste sujet, où il y a beaucoup de choses à voir. Et donc en fonction de là où je suis et là où je veux aller, il faut que je mette en place, avec mon prestataire informatique, un plan sur du court terme s'il y a besoin pour répondre à l'appel d'offres, mais au moins sur du long terme pour atteindre mon niveau stratégique que j'ai identifié. En termes de logiciel, tout va dépendre de votre stratégie d'entreprise. Il n'y a pas besoin de logiciel très cher et ultra perfectionné pour participer à un projet BIM. Tout dépend de jusqu'où on veut intervenir dans ce processus. N'achetez jamais un logiciel sans savoir quels sont vos besoins. Un logiciel n'est qu'un outil. En termes de formation, il faut identifier les formations nécessaires pour l'évolution des compétences en interne. Il faut mettre en place un plan de formation sur du long terme par rapport à son niveau stratégique. Il faut être capable de trier les formations par priorité par rapport au niveau qui est requis par la convention. En général, et contrairement à ce qu'on pense, la priorité n'est pas l'utilisation des outils numériques, mais plutôt l'organisation liée au processus BIM. L'organisation est très importante. Et l'organisation, ça coûte pas cher, mais c'est dur à mettre en place. Les outils numériques, ça coûte cher, mais c'est facile. Donc il faut voir quelles sont les priorités, mais en général, dans 90% des cas, c'est d'abord l'organisation qui prime, et ensuite on verra pour les outils. Et puis dernier point, recrutement. Pourquoi pas recruter un collaborateur, pourquoi pas embaucher un jeune en alternance, tout est ouvert.
sur le niveau stratégique dans 10 ans, il faut commencer à se poser la question, hein, ça mérite. Le marché s'ouvre, l'éducation nationale est en pointe sur le sujet, on a des jeunes de BTS ou d'IUT qui savent manipuler des maquettes, hein. Mais attention, il faut d'abord être bon dans son métier, hein. Le BIM, c'est pas d'abord être bon en informatique et ensuite voir ce qu'on est capable de faire sur la gestion de chantier, c'est d'abord être bon en gestion de chantier et ensuite de voir ce qu'on est capable de faire en informatique. C'est pas la même chose. Une fois que j'ai identifié mes besoins, je peux mettre mon plan d'action en place. Donc là, bon, c'est un petit schéma de comment on fait un plan d'action. Je suis dans la phase mise en œuvre du plan d'action. Évidemment, je mets mon plan d'action en route, je participe à mon premier projet BIM, je vérifie, je contrôle et je regarde s'il n'y a pas des améliorations possibles dans la mise en place de mon organisation liée à un processus BIM. Et éventuellement, si besoin, je modifie mon niveau stratégique. Si je vois que ce n'est pas possible à atteindre, je revois mes objectifs à la baisse. Si je vois que j'avance bien, je peux éventuellement revoir mes objectifs à la hausse. Rien ne nous empêche de modifier notre stratégie en cours de route. Deux choses essentielles. Premièrement, quand on met un plan d'action en place, il ne faut pas confondre l'aspect contraignant du BIM, qui est de répondre à une convention, avec des risques graves en cas d'échec, notamment des pénalités. Et il ne faut pas confondre cet aspect contraignant avec l'aspect stratégique de l'entreprise, qui est l'exploitation de la maquette par des outils métiers à des fins personnelles. C'est deux choses différentes. Le risque d'échec est beaucoup moins grave dans le cas de l'aspect stratégique, parce que si je me rate, c'est pas grave, je peux revenir à ma méthode d'avant et continuer à avancer. Alors que si je ne suis pas capable de répondre à la convention qui était prévue dans l'appel d'offres, je risque d'avoir des pénalités et je vais être obligé de faire appel à un prestataire extérieur qui va faire ce que j'aurais dû faire et ce que je ne sais pas faire, et ça risque de coûter cher et c'était pas prévu. Donc il y a ces deux points-là, l'aspect contraignant et l'aspect stratégique, sont deux choses différentes qu'il faut prendre en compte dans l'ordre des priorités dans la mise en place de son plan d'action. Et lorsqu'on met un plan d'action en route, il faut garder 3 points clés à l'esprit, qui sont que le processus BIM 1 ne résout pas les erreurs. Il faut toujours des humains compétents derrière une machine. C'est très important. 2, la maquette n'est qu'un support dans un processus de travail. Donc, ça ne sert à rien d'investir n'importe comment dans des logiciels si ça ne correspond pas à un besoin. La maquette n'est là qu'en tant que support. On peut l'exploiter, mais ce n'est pas une obligation. Tout dépend de la convention. Et troisième point, peu importe l'outil, seul l'échange de données est important. L'objectif du BIM est d'échanger de la donnée pour mieux collaborer dans le cadre d'une entreprise et d'un chantier d'exécution. Donc, il n'y a aucune raison d'être obligé d'investir dans des logiciels qui coûtent très cher si c'est juste pour échanger de l'information. On peut le faire avec Excel. On peut échanger de la donnée numérique d'une maquette à une autre avec un tableur Excel. Donc il faut réfléchir à ça. Conclusion de ma petite démonstration. Le BIM est un processus de gestion de projet basé sur l'utilisation d'une maquette numérique 3D intelligente, je l'ai déjà dit, mais je le répète. C'est une méthode de travail qui est demandée par la maîtrise d'ouvrage, c'est une démarche volontaire. Il n'y aura aucune obligation pour l'instant dans les tuyaux. Mise en œuvre par la maîtrise d'œuvre par le biais d'une convention, contractuelle ou pas, donc attention, et qui est partagée par l'ensemble des acteurs, de par le respect de cette convention. L'objectif pour une entreprise de bâtiment sur un chantier d'exécution en processus BIM, c'est d'échanger de la donnée pour mieux collaborer. L'objectif est différent pour le client. Le client, lui, ce qu'il veut, c'est une maquette DOE pour entretenir et exploiter son bâtiment. Et pour l'entreprise, c'est d'échanger de la donnée numérique. La clé de la réussite, c'est 80% d'organisation, 20% de numérique. J'anticipe quelques questions.
Je suis une entreprise, je veux faire du BIM, j'achète quoi comme logiciel? Si vous avez compris ma démonstration, tout dépend de votre stratégie. Je suis une entreprise, je veux faire du BIM, ça coûte combien? Eh ben, entre rien et beaucoup. Encore une fois, tout dépend de votre stratégie d'entreprise. Quelles sont les responsabilités sur un projet en processus BIM? Alors là, c'est un sujet que je n'ai pas abordé. Je ne l'ai pas abordé pour une raison simple, c'est que ça ne change rien. Les responsabilités sont exactement les mêmes que sur un projet classique. Après, il faut juste regarder si dans la convention, il n'y a pas des spécificités qui augmentent les responsabilités de certains des acteurs, mais contractuellement, juridiquement, ça ne change absolument rien sur le fait que les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à la réception. Voilà, petit conseil de fin de présentation. Prenez le temps de bien définir vos besoins avant d'investir. Il est urgent de prendre le temps. Sur le sujet du BIM, ça avance tranquillement. On en entend beaucoup parler, mais dans la réalité, on a le temps. Donc, comme Gaston, prenez le temps d'y aller sereinement. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt sur un nouveau tuto vidéo. Au revoir.